Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonjour. L'Europe, la sécurité sociale, voilà les deux grands dossiers qu'il faut ouvrir aujourd'hui. L'Europe, parce que c'est cet après-midi que s'engage à Bruxelles la négociation entre les 6 et la Grande-Bretagne. La sécurité sociale, parce que cet après-midi, également, à Paris, un conseil interministériel doit examiner les mesures préparées par le ministre de la Santé, M. Robert Boulin, pour tenter de réduire le déficit de la sécurité sociale. Toucher à la sécurité sociale, pour un gouvernement, c'est toujours quelque chose de délicat. Les syndicats, les organisations professionnelles et familiales, les catégories socio-professionnelles les plus diverses sont d'autant plus sensibilisées à ce problème de la sécurité sociale que leurs intérêts ne sont pas toujours les mêmes. Ils sont parfois même un peu contradictoires. Le gouvernement doit donc procéder avec beaucoup de prudence. C'est ainsi, François Gros, que l'on peut tout de même se demander si toutes les mesures qui ont été préparées, examinées ces jours-ci, seront bien adoptées demain. Oui, en effet, Guy Claes, on ignore ce que va décider demain le gouvernement. S'agira-t-il d'une réforme générale ou d'une réorganisation générale de la sécurité sociale, ou au contraire, s'agira-t-il d'un dispositif de portée plus limitée? C'est toute la question. Ce qui est vrai, en tout cas, c'est que demain, la sécurité sociale qui concerne 35 millions d'assurés ou d'ayants droit se trouve au pied du mur. Oui, il faut s'employer d'urgence à résorber son déficit, c'est le fond du problème. C'est cela. Si vous voulez, prenons l'assurance maladie, eh bien la colonne des dépenses s'accroît du double de la colonne des recettes. Et dans 5 ans, si l'on y prend garde, si l'on ne prend pas de mesures, ce déficit atteindra 10 milliards de francs. Bon, mais il existe des solutions pour augmenter les ressources de la sécurité sociale. Lesquelles? Justement, c'est sur le choix de ces solutions, ou de cette solution, que le gouvernement hésite beaucoup. Il y a 3 formules de base. On peut déplafonner légèrement les cotisations, on peut supprimer tout ou partie ce que l'on appelle le petit risque, c'est-à-dire les maladies bénignes, on peut encore relever le ticket modérateur, c'est-à-dire la part des dépenses médicales ou pharmaceutiques payées par les assurés. Et en ce qui concerne les médecins et les pharmaciens, il y a aussi des mesures possibles. Oui, dans ce domaine aussi, M. Boulin va proposer des remèdes, si l'on ose dire. On envisagerait par exemple de plafonner les prescriptions pharmaceutiques à ne pas dépasser pour telle ou telle maladie, ou encore on limiterait le nombre des produits pharmaceutiques. Vous savez, Guy Claes, par exemple, qu'il y a en France 10 000 médicaments et que, en fait, les hôpitaux, par exemple, n'en utilisent que 500. Et le gouvernement, enfin, a l'intention de renforcer l'aide aux catégories les plus défavorisées. Il y a des mesures positives, il n'y a pas que des mesures de restriction. C'est exact, il y a des mesures, disons, de solidarité. C'est ainsi que le gouvernement pourrait prendre un certain nombre de mesures. Majoration des allocations familiales pour le 2e et pour le 3e enfant. Non, pardon, pour le 3e et pour le 4e enfant. Majoration d'allocations salaire unique pour les petits salariés. Par exemple, les petits salariés de moins de 100 000 francs, en dessous de 100 000 francs, pourraient même voir cette allocation doublée. Majoration de l'allocation vieillesse, création d'une allocation pour les orphelins, amélioration de l'aide sociale, etc. De toute façon, il ne s'agit, il faut bien le répéter, que d'une première étape dans le cadre d'une remise en ordre générale. Demain, à l'issue du Conseil des ministres, il n'y aura sans doute pas de solution toute faite, il n'y aura pas de solution miracle. La réforme de la sécurité sociale, il est indispensable de la réussir, le gouvernement le sait, et c'est pourquoi il n'entend pas aller trop vite. Décision donc demain après-midi en Conseil des ministres. À Bruxelles, les ministres des Affaires étrangères des 6 pays du marché commun ont travaillé sans relâche depuis hier pour préparer la négociation avec la Grande-Bretagne. Ils se sont mis d'accord hier sur un point important. Ils vont demander aux Anglais de discuter d'abord de la politique agricole européenne. Pourquoi? Eh bien parce que les 6 ne sont pas du tout certains que la Grande-Bretagne soit prête à accepter les règlements agricoles européens tels qu'ils existent actuellement. Or, c'est pour le marché commun une condition essentielle de survie. Les travaux des ministres des Affaires étrangères européens ont repris ce matin. Quant aux Anglais, ils ont fait savoir qu'ils préféraient examiner d'abord ce que représenterait pour eux financièrement le coût agricole de leur entrée dans le marché commun. Autrement dit, avant de s'engager, ils voudraient connaître le montant de la facture. À la veille de l'ouverture de cette négociation capitale, pour lui, M. Heath, le chef du gouvernement britannique, a perdu un de ses ministres. C'est M. Ian MacLeod, chancelier de l'Échiquier, autrement dit ministre des Finances. Il est mort hier soir en 10 minutes d'une crise cardiaque. Il avait 56 ans. M. Heath lui cherche un remplaçant qui pourrait être l'actuel ministre de l'Intérieur, M. Reginald Maudling. Le président Nixon ne veut pas livrer d'armes à Israël. Il l'a dit hier soir au cours d'une conférence de presse et il a lancé par la même occasion une sorte d'appel aux soviétiques pour leur demander de livrer le moins possible d'armes aux États arabes. En effet, le président Nixon paraît très préoccupé actuellement des risques d'extension du conflit au Moyen-Orient. Autre sujet d'inquiétude pour les grands, pour l'URSS comme pour les États-Unis, sans doute, surtout pour eux, l'extension possible de ce que l'on appelle le club atomique. Actuellement, 5 pays, les États-Unis, l'URSS, la Chine, la Grande-Bretagne et la France, possèdent la bombe atomique.
Mais il semble que deux pays soient en mesure maintenant d'accéder assez rapidement à la puissance atomique. Il y a d'abord l'Afrique du Sud. Le Premier ministre sud-africain a en effet annoncé hier soir que des savants de son pays avaient mis au point un nouveau procédé pour enrichir l'uranium, procédé qui devrait normalement leur permettre de réaliser très rapidement une bombe atomique. Enfin, l'autre pays qui paraît être à même de devenir une puissance atomique, c'est Israël, qui dispose actuellement d'une base atomique dans le Negev. C'est Washington qui a officiellement annoncé qu'Israël était sur le point de devenir une puissance nucléaire. Dans leur centrale du Negev, les Israéliens possèdent déjà un réacteur atomique capable de produire suffisamment de substances radioactives pour la construction d'une bombe par an. Autre candidat au club atomique, l'Afrique du Sud, qui vient de mettre au point un nouveau procédé d'enrichissement de l'uranium. Depuis 1969, l'Afrique du Sud dispose d'un réacteur expérimental le plus puissant et le plus perfectionné de l'hémisphère austral. Parmi les aspects les plus tragiques de la guerre du Vietnam, il y en a un dont vous avez peut-être entendu parler. Il s'agit de ce pénitencier, de ce bagne installé dans une île, l'île de Con Son, et qui était connu du temps des Français sous le nom de bagne de Pulo Condor. Dans ce bagne, les conditions de détention des prisonniers étaient particulièrement atroces. Ils étaient en effet parqués, installés, entassés les uns sur les autres dans des sortes de cages appelées des cages à tigres, dont nous vous montrons là une image. Ces conditions de détention étaient si pénibles que des hommes politiques américains s'en étaient indignés, qu'ils avaient visité ce camp et qu'ils avaient demandé au président Nixon d'ouvrir une enquête. Eh bien, il semble que leur protestation ait eu un effet. En effet, ce matin, le gouvernement sud-vietnamien a annoncé que les cages à tigres étaient supprimées et qu'elles seraient remplacées par de nouvelles cellules qui permettront des conditions de détention plus humaines. Pour en revenir aux affaires françaises, il faut noter aujourd'hui un nouvel épisode du conflit qui oppose l'ancien ministre Charles Tillon à la direction du Parti communiste français. Voici M. Charles Tillon. Le bureau politique du parti a publié hier soir un communiqué qui reproche à M. Tillon de se prêter, comme l'avait fait M. Garaudy, à une campagne anticommuniste. L'Humanité, de son côté, répond aux attaques lancées contre le secrétaire général adjoint du parti, M. Georges Marchais, que M. Tillon accusait d'avoir passé la guerre en Allemagne avec le service du travail obligatoire, le STO. L'Humanité répond qu'à l'époque, Georges Marchais était un jeune métallo, qu'il a été réquisitionné comme 800 000 autres travailleurs français et que d'ailleurs, il s'était évadé d'Allemagne en 1943. En regardant la page des informations générales depuis 48 heures dans les journaux, on est frappé, je crois, par le nombre des accidents d'avion. Il y en a eu 6, coup sur coup, en Europe. Mais le plus extraordinaire, c'est que ces accidents n'ont fait que 7 morts, alors que les avions transportaient au total 264 passagers. Voici des images de 2 de ces accidents. Un BAC 111 affrété par la Bavaria Airlines et transportant 80 touristes allemands et 5 membres d'équipage s'est écrasé dimanche soir au décollage au bout de la piste de l'aérodrome de Gérone. L'avion n'était pas parvenu à prendre assez de vitesse pour s'envoler. Après avoir piqué du nez dans un fossé, il s'est brisé en 2. Le pilote et le copilote ainsi que 15 des passagers ont été hospitalisés. Accident analogue à Philadelphie, c'est un Boeing 737 qui est retombé brutalement après avoir décollé à la suite d'une perte de puissance. L'appareil, qui avait 57 personnes à bord, perdit d'abord une des roues de son train d'atterrissage et poursuivit sa course jusqu'en fin de piste en glissant sur le ventre. 12 des passagers ont été commotionnés. On prend beaucoup l'avion en cette période de vacances et c'est peut-être ce qui explique cette série noire, parce qu'il faut bien tout de même appeler ça une série noire, de l'aviation en Europe. Et puisque nous sommes en vacances, eh bien n'oublions pas que les vacances c'est aussi la mer, la voile, le bateau, et précisément il vient de se disputer une course de bateau, une régate entre les côtes de Grande-Bretagne et celles de Bretagne en France, entre Cowes et Dinard. Partis vendredi de Cowes, en Grande-Bretagne, les 60 équipages qui participaient à la classique croisière internationale Cowes-Dinard ont atteint la côte française après 24 heures de navigation. Un absent de marque parmi les concurrents, le Premier ministre britannique Edward Heath, qui s'était distingué l'an dernier au cours de cette régate. Bénéficiant d'un temps particulièrement clément avec un vent de force 2, la valeur des équipages ne fut pas mise à contribution et sur les 180 000, les différences se sont faites au niveau des bateaux.
Aucune surprise en ce qui concerne le classement final de cette croisière, c'est un Britannique, Mac Berger sur Joran classe 3, qui s'imposa au temps compensé 24 heures 56 minutes de course. Mais la coupe du roi Édouard VII fut attribuée au Belge Morkens à la barre du Fantôme. Le Belge remporta la classe 1 des grandes unités. Jacqueline Alexandre, la rubrique féminine. Maintenant, je crois que vous allez apprendre aux dames comment vivre un peu au-dessus de leurs moyens. C'est pas très sérieux, ça, mais enfin, allez-y tout de même. Je vous ai dit à l'instant que si vous aviez tous des besoins supérieurs à vos moyens, vous avez une possibilité, faire des chèques sans provision. Dans l'immédiat, c'est certainement efficace, mais à long terme, je ne suis pas certaine que ça le soit. En tout cas, c'est ce qu'a confié à Christiane Delacroix, un avocat à la Cour de Paris. Payer par chèque, rien de plus facile, rien de plus pratique. Que ce soit à la banque, dans les magasins, au restaurant, aux stations d'essence, on a pris l'habitude de tout régler ainsi. Mais attention, il y a trop de mauvais payeurs. Alors, comment se défendre? Un avocat à la Cour de Paris répond. Maître, un commerçant peut-il refuser un paiement par chèque? Oui. Le commerçant n'est pas tenu d'accepter un chèque, sauf si le paiement qu'il doit recevoir est d'un montant supérieur à 1000 francs, auquel cas le paiement ne peut être fait que par chèque. Mais dans tout autre cas, il peut refuser. Donc il est en droit à ce moment-là d'exiger des espèces. Oui. Maintenant, si un commerçant reçoit un chèque impayé parce que non approvisionné, a-t-il des recours possibles? Vous recevez un chèque sans provision, plus exactement la banque vous avise Retourne. que votre chèque n'est pas provisionné, vous demandez à la banque de le faire protester, c'est-à-dire de mettre un huissier en œuvre qui délivrera à la personne qui a émis le chèque un exploit, c'est un acte d'huissier, le sommant, lui faisant sommation d'avoir à payer ce chèque. Naturellement, le chèque ne sera pas payé, vraisemblablement plutôt, et à ce moment-là, le procureur de la République sera avisé. Il faudra également que le créancier du chèque, le bénéficiaire du chèque, dépose une plainte, et puis ça suivra son cours. Ça risque d'être un peu long, car les tribunaux sont terriblement embouteillés par ça. C'est très dommage, parce que le chèque devrait être un instrument de paiement pratique, pour que l'on puisse l'étendre et qu'on n'ait plus de crainte. Il faudrait donc que les sanctions soient peut-être encore plus fortes qu'elles ne sont, mais elles ne sont déjà pas négligeables. On entend souvent parler de chèque de garantie. Qu'est-ce au juste? Le chèque de garantie est quelque chose d'interdit. Mais qu'est-ce encore? C'est un chèque ordinaire. Oui, dans sa forme, c'est un Oui. chèque ordinaire, mais il est donné à quelqu'un à un jour, la plupart du temps avec une date de loin postérieure, et au moment où il est émis, il n'est à peu près jamais provisionné. Oui, il s'agit d'un accord verbal entre Oui, les deux c'est parties. ça, ce qui rend d'ailleurs le bénéficiaire du chèque passible des mêmes poursuites que celui qui a émis le chèque, car c'est le délit d'acceptation de chèque sans provision. Et ça s'établit très facilement d'après les numéros des chèques. Il y a aussi le cas de personnes qui s'estiment trompées sur des achats et qui immédiatement font opposition sur le chèque. Qu'en pensez-vous? Eh bien, c'est exactement ce qu'il ne faut pas faire. C'est dangereux. Mais c'est extrêmement dangereux, car celui qui fait opposition à un chèque dans les cas où ça n'est pas autorisé peut simplement être poursuivi comme si le chèque avait été émis sans provision. Je m'explique. On a le droit de faire opposition à un chèque que dans le cas de perte ou de vol. Tout autre cas est répréhensible et permet aux bénéficiaires du chèque de déposer plainte et de poursuivre comme si le chèque était sans provision. C'est d'une énorme, extraordinaire gravité, et ça, on ne le sait pas assez. C'est pour ça que je suis si sévère et si sérieux quand je parle de ça. Il y a des quantités de gens qui croient, c'est très simple, on n'est pas d'accord, opposition au chèque, et on se retrouve tout simplement en correctionnel avec 1 ou 2 ou 3 mois de prison avec sursis et une amende. Ça va très loin. Ça va très loin. C'est pour ça qu'il faut faire extrêmement attention. Le maniement du chèque est très facile. Par conséquent, il faut être très prudent et il faut surtout tenir ses comptes très à jour. Nous nous quitterons sur cette dernière recommandation très utile. Très important. Maître, je vous remercie. Nous avons inauguré hier une rubrique sur le thème des livres pour les vacances. Chaque jour, France Nespo vous présentera l'auteur du livre présenté
et accueillera en tout cas à cette table l'auteur du livre présenté. Je viens d'annoncer l'auteur et aujourd'hui ça commence mal puisque ça n'est pas précisément lui qui est venu. Oui, Jacqueline, aujourd'hui nous avons un traducteur, mais justement je voulais vous demander, vous Jacqueline, si vous étiez déjà partie en vacances ou si vous partiez bientôt. Je me demande si je vais en prendre. Bon, alors si vous en prenez, et je crois même pour les gens qui ne partent pas, je crois qu'on peut lire quelque chose d'assez drôle, à la vérité, qui s'appelle Percy, qui est un livre de Raymond Hitchcock et traduit justement par monsieur Raymond Albec, qui nous a fait l'amitié de venir aujourd'hui. Et ce livre, alors, j'avoue que j'ai un petit peu de mal à en parler parce que il est très drôle. Eh bien, pas vraiment. Vous voyez, il n'y a pas de carré blanc. Là, je le remontre devant la caméra. Je vais le montrer très brièvement ouvert, comme ça, parce que pour les gens qui ont de l'imagination, ils vont peut-être saisir ce dont il s'agit. Et je vais demander finalement lâchement à monsieur Albec de nous dire quel est le sujet du livre. Alors, monsieur Albec, allons-y. Eh bien, c'est un petit livre très drôle, mais qui n'est absolument pas vulgaire. Il n'y a pas une expression, il n'y a pas un mot vulgaire. Ça, c'est quand même quelque chose d'énorme. Quant au sujet, c'est l'histoire d'une greffe. C'est l'histoire de la première greffe réalisée sur un homme. Mais c'est très banal, les greffes. Oui, mais ce n'est pas une greffe interne, c'est une greffe externe. Ah bon. Et une greffe tout à fait externe. Disons que c'est la greffe de l'organe dont beaucoup d'hommes sont très fiers et qui leur est absolument indispensable pour être un homme. Oui, c'est ce qui leur permet de se glorifier par rapport aux dames d'une certaine supériorité. Voilà. Bon. Alors le héros, James Anthony, a eu un accident d'auto, il a perdu cet organe et on lui en greffe un autre. Oui, quoi de plus. Alors immédiatement, évidemment, l'opération se passe très bien, mais immédiatement commencent les problèmes. Premier problème, sa femme. Sa femme, Hyacinthe, dite Yaya, très jolie, mais très légère, et qui, pendant que son mari se fait opérer, se fait la cour par le meilleur ami de son mari, naturellement. En tout bien, tout honneur, je crois. Oui, en tout bien, tout honneur, mais il lui démontre une chose assez curieuse, que la partie essentielle de son mari ayant été changée, elle n'est plus mariée avec lui. Oui, alors, grave problème, presque philosophique. Et deuxièmement, alors, pour rattraper sa femme, il se lance dans une enquête extraordinaire. Il y a 5 hommes qui sont morts à l'hôpital, à peu près pendant le temps qu'il y était. Percy, puisque c'est Percy, on a donné le nom, les infirmières et les docteurs ont donné le nom de Percy à cet organe, eh bien Percy peut provenir d'un des 5. Oui. Alors naturellement, là il se passe des choses extrêmement drôles. Il y a le premier Percy, il voudrait bien que ça vienne de lui, c'est un jeune homme très beau, très noble, très riche, avec une très belle auto, une très belle maîtresse. Le second, c'est un pasteur qui est tombé du haut de sa chair et qui s'est cassé le cou. Le troisième, un magasinier qui a reçu une caisse. Oui. Tout cela n'enchante pas beaucoup. Et naturellement, pour rechercher Percy, eh bien, pour savoir qui est Percy, et pour éblouir Yaya, et pour regagner sa femme, il se lance dans cette enquête. Naturellement, il faut qu'il remonte la filière des femmes, des maîtresses. Évidemment. Et tout cela se passe. Il faut toujours retourner aux dames. Et je crois que c'est l'aspect un petit peu policier en même temps du livre, parce que ça a un côté... C'est assez amusant. Et je crois, ce qu'on disait tout à l'heure, Jacqueline, justement, pas du tout de détails scabreux, et je crois que c'est vraiment un livre qu'on peut mettre entre toutes les mains. Presque. Presque. C'est abominable. Réagit violemment. Bon, alors Jacqueline, je crois que c'est à vous maintenant, après cette lecture que je vous conseille fortement. Bien, aujourd'hui, mardi 21 juillet, 2e jour de la grande semaine des couturiers. En effet, vous le savez, cette semaine, les couturiers présentent leur collection à la presse. Isis Lamy nous donne un aperçu de ce que sera la mode chez Jean Hersey, Molineux et Torrente. Alors, Edith, vous me mettez donc la traîne, pas trop grand, hein? Vous voyez ce que je veux dire, comme ça. Et puis, les petites fleurs restent là, de cette hanche et de l'autre hanche. Et entre, vous me mettez une bande qui ramasse les 2 morceaux. Alors, ici, il faut bien dégrossir, naturellement, ce qu'il y a pour le jupon, et tout ça bien à plat. Et les petites fleurs que nous avons là, vous me les remettez dans le bas, à l'ourlet, sans les franges. Hein? 3 modélistes chez Molineux. L'un d'eux, Hans Vermeulen, vous parle de la nouvelle collection. Alors nous avons tous les 3, n'est-ce pas, mes 2 collègues, Mario Bianchetti et John Tullis, et moi, une ligne ultra fluide, très mince, très féminin, une ligne sirène. Et c'est une robe du soir. Ici, il y a une robe du soir qui peut être portée court et long.
qui, pour moi, tout au moins, présente un des modèles typiques de notre collection. Ce tailleur, qui est de mon collègue John Tullis, est conçu pour la chasse. C'est un gros tweed très souple qui est marié avec un haut en tricot, comme vous voyez ici. Les couleurs sont noir et blanc pour le tailleur et beige pour le tricot. Et beaucoup de turbans dans la collection. Et même pour le soir, on aura des turbans. Quelle va être la mode d'hiver chez Jean Hersey? La mode d'hiver aura 3 longueurs pour le jour, le soir et le matin. Le matin, c'est le pantalon, le 3/4 écossais et la tunique, ce qui fait 3 pièces. Pour le jour, ça serait une longueur midi, aussi bien pour les robes que pour les manteaux, comme le manteau que vous voyez là, rayé, avec un travail de rayure, dans un tissu marron, noir et blanc. Et pour le soir, il y a 2 longueurs, à la cheville et quelquefois longue. Celle-ci est à la cheville. Celle-ci est à la cheville, elle a une très belle garniture de plumes. C'est une belle nouveauté dans cette collection. C'est un marron dégradé du grège au marron foncé. Et la robe est d'un ton marron, c'est-à-dire marron glacé, et en chantilly. Je crois que le chantilly va redevenir vraiment à la mode. Merci. Ligne près du corps et longue, chez Torrent. Rosette Mette vous parle de sa collection. Oui, c'est une collection tout à fait nouvelle. Une nouvelle femme, 71. Très souple, très très fine du buste, allongée. Col haut. Col très haut. La longueur. Entre 25 le soir et 30 le jour. Mais enfin, rien n'est tout à fait définitif. Sur des bottes généralement. Oui, des bottes très très au pied. Des ceintures. Oui, beaucoup de ceintures hautes. De longues basques qui s'évasent doucement. Tous les manteaux ont des cols hauts. Souvent. Une nouvelle tendresse. Le soir, très somptueuse, brillante, séduisante. Ou très fermée, ou très très nue. Manches longues en général? Toujours. Assez fluide. La nouvelle fourrure longue. Les bêtes sauvages. Le jaguar, au corps, très au corps. Avec une petite tête. Encore. Une large ceinture. Oui. Et toujours fluide. Rien n'est étriqué. C'est au corps, mais fluide. C'était des images de Jean-François Etienne. D'autres images, mais cette fois-ci des photos, prises au Cambodge. Elles sont actuellement exposées. On ne compte plus les reportages sur la guerre au Cambodge ou au Vietnam, alors pourquoi une telle exposition? Justement pour rendre cette guerre présente, pour lui redonner une réalité. Si vous voulez, les gens à l'heure actuelle sont saturés d'informations textes, d'informations images, d'informations photos. Et tout ça finalement ne compte plus pour eux, ils n'y font plus attention, c'est devenu une espèce de routine. Alors que si ces photos, ces mêmes photos qu'ils entreaperçoivent dans le journal ou aux actualités télévisées, si ces mêmes photos sont immobilisées dans le cadre d'une exposition, agrandies, et si en plus cette guerre n'est plus simplement la photo de news, mais une photo vue à travers la sensibilité d'un homme qui est un artiste, qui est un photographe et non pas un newsman, cette guerre s'immobilise et elle reprend toute sa présence, toute sa valeur, toute son acuité. Mais dans cette exposition, vous avez, vous, pris une position de journaliste. On a voulu montrer, je crois, que ceux qui sont concernés d'abord par la guerre, ce sont les civils. C'est une vieille vérité, c'est même un lieu commun, c'est pas une banalité, d'accord. Mais encore une fois, les banalités sont les choses dont on prend conscience le moins facilement. Alors, cette exposition et cet ensemble de photos, finalement, c'est l'envers de la guerre.
La Bourse de Paris maintenant, à vous Michel Tardieu.